Parfait, donc je vous remercie, de votre présence. Pour information, cette présentation, elle est enregistrée, de façon à répondre aux contraintes, de certains de nos contacts qui sont dans des fuseaux horaires, qui nous permettent pas, enfin, qui leur permettent pas de suivre la conférence, même, à distance. Je pense à nos contacts, notamment de QBE dans le Pacifique. Et puis également, on a un certain nombre d'opérateurs dont le back office est, aux États-Unis, et donc c'est enregistré, ça sera mis en ligne sur notre site ainsi que les supports de la réunion. Donc, je vous rappelle notre ordre du jour. Je vais passer la parole tout de suite à Emmanuel pour ouvrir cette conférence. On vous présentera ensuite quelques chiffres concernant la section, les travaux sur lesquels on est en train de travailler justement, et la plateforme, son update 2023 qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ensuite, nos partenaires de chez Mazars vous présenteront cette plateforme. Et pour la fluidité de cette présentation, notamment la partie plateforme, on préfère regrouper les questions à la fin de cette session, de façon à garder quelque chose de beaucoup plus clair. Cas échéant, Pierre pourra revenir sur les écrans qui vous intéresseront, mais je crois que c'est préférable de le laisser faire sa présentation d'un bloc et de ne pas l'interrompre. Voilà. Donc, merci de votre présence. Je vais passer tout de suite la parole à Emmanuelle Serre, donc la présidente du comité technique RPM. Emmanuelle, c'est à toi. Merci beaucoup Stéphane, j'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, c'est bon le son? Parfait. Oui. Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis chez Pacifica, je suis directrice des marchés entreprises et professionnels. Et je suis présente ici pour mon rôle spécifique chez Garéat. Je suis présidente du comité technique des risques petits et moyens. Donc, c'est la première fois que vous me voyez, puisque j'ai pris la succession de Patrick de Giovanni, qui était donc l'ancien président du CT RPM. Alors, pourquoi cette conférence aujourd'hui et pourquoi elle est très importante? Alors déjà, on voit d'ailleurs, vu le nombre que nous sommes, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle pour nous tous, c'est que on voit bien que on a une adhésion en hausse constante dans cette instance. Et pourquoi ce besoin de se rencontrer? Parce qu'on voit bien qu'il y a ce besoin d'échange entre le pool, le Garéat, et puis ses adhérents. Il y a quand même beaucoup d'actualités, donc se faire ces points d'étape, c'est très important. Et puis, on voulait insister avec Stéphane et Alda sur ce besoin de données. Enfin, la data, je pense que c'est un sujet qui est au cœur de toutes nos sociétés en ce moment. La data nous permet de mieux maîtriser nos risques, nous permet également de montrer à nos réassureurs que nous maîtrisons nos risques, que nous pouvons modéliser nos risques, et donc cela donne confiance. Et qui dit confiance dit forcément un meilleur placement, et ça sûrement des conditions plus importantes. Et ne serait-ce que pour nous en tant qu'adhérents, ce n'est pas que pour nos réassureurs, c'est aussi important pour nous en tant qu'adhérents de bien comprendre nos risques, de bien comprendre où nous avons nos expositions maximales, ce qui nous permet, je pense, dans nos sociétés différentes, de remonter aussi vis-à-vis de nos instances dirigeantes où nous en sommes. Ce qui est vraiment, et vous allez voir lors de cette démonstration, je trouve qu'on montre bien à quel point là, le Garéat a pris nous avons pris une autre vitesse, et que nos process s'améliorent de mieux en mieux. J'ai vécu la naissance du Garéat. Au moment vraiment de la constitution du Garéat, tout s'est fait extrêmement vite.
Et on voit bien à quel point il nous faut nous doter de plus en plus d'outils pour pouvoir nous permettre toutes ces études, tous ces moyens. Et c'est ce qui vous est présenté aujourd'hui. Donc là, il y a le site internet, hein, Stéphane vous en parlez, mais on est en train d'améliorer toutes nos gestions de sinistres. C'est des plateformes déclaratives qui nous permettent aussi d'automatiser au maximum pour nous en tant que compagnie. Donc, tous ces travaux montrent bien la dynamique du Gareat et j'espère que vous serez convaincus après cette conférence à quel point nous avançons et nous améliorons et à quel point, du coup, cette interaction avec vous est importante pour qu'on puisse nous améliorer ensemble et puis donner satisfaction à l'ensemble des adhérents. Et tous ces travaux nous permettront donc, je vous disais, de nous améliorer et donc du coup d'améliorer nos conditions également de placement. Donc voilà, j'espère que cette conférence va vous intéresser et que n'hésitez pas à poser toutes vos questions à la fin parce que l'objectif est bien d'améliorer nos échanges et de répondre à l'ensemble de vos besoins. Merci Emmanuel. Donc tout de suite, on va vous présenter quelques chiffres clés concernant la section RPM en 2023. Et je passe tout de suite la parole à Alda qui va vous présenter les schémas de réassurance afin que vous ayez en tête nos expositions et notre situation à ce jour. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il est vrai que j'ai changé de nom récemment, Alda Dostres, secrétaire générale du Gareat. Donc, je vais vous présenter un petit peu les schémas de réassurance, donc 2023 et 2024, puisque pour ceux qui ne l'ont pas en tête, nous renouvelons nos programmes un an à l'avance par rapport, on va dire, au schéma classique, au standard du marché. Donc, nous venons de renouveler 2024, c'était fin 2022. Donc, vous avez le schéma 2023 sur votre gauche et 2024 à droite. Alors, ce qu'on peut dire sur ce schéma, c'est que ce mécanisme avec des groupes, en ce qui concerne la couverture illimitée CCR, hein, que vous voyez sur le haut du schéma, les 12 groupes, ça a été mis en place en 2013 et le mécanisme n'a pas été, donc n'a pas évolué depuis. Donc, ça fait maintenant 10 ans. Et on a des franchises minimales donc, de 20 millions qui correspondent donc au seuil. Ce traité, donc, c'est en illimité, en excès donc, de ces seuils de 20 millions. Il est réassuré, bien sûr, à 100% par la CCR, hein, comme vous le savez. Il comprend 12 groupes. Donc, on a 12 groupes comme en 2022, d'ailleurs. Hein, nous avions déjà 12 groupes. La particularité, c'est que nous avons donc 5 groupes avec un seul adhérent qui atteint à lui seul la franchise minimale des 20 millions d'euros. Et puis, nous avons 7 autres groupes qu'on appelle des cédantes collectives. Le but, bien sûr, c'est d'optimiser le mécanisme pour qu'on approche donc au plus près le seuil des 20 millions pour déclencher la couverture, bien évidemment. Et cette protection bénéficie au programme de réassurance de Gareat. Pour l'ensemble des adhérents RPM, comme on a donc une prime estimée qui est de l'ordre de 6 millions, légèrement en hausse, qui est liée, comme le présentait d'ailleurs Emmanuel tout à l'heure, à la croissance organique des portefeuilles cédés et puis aux nouvelles adhésions régulières. L'autre partie du schéma, donc le bas du schéma, c'est vous voyez donc la structure du programme qui se décompose en fait en 3 tranches. Vous avez la tranche 1 qui est la tranche de co-réassurance qui est donc mutualisée entre tous les adhérents.
qui va donc jusqu'à 50 millions d'euros. Hein, c'est la petite tranche donc bleue tout en bas du schéma. Vous avez ensuite donc en jaune la tranche 2 en excédent de perte annuelle qui représente une capacité donc de 450 millions et qui est intégralement placée, elle, sur le marché de la réassurance. Nous arrivons donc à un plafond de cette tranche de 500 millions. Et puis, nous avons donc une tranche 3, qui est la tranche du dessus, donc en bleu, qui est estimée donc pour 2023 à 111 millions en excédent donc du plafond de 500 millions et qui est conservée, ça c'est la particularité de ce schéma, elle est conservée par les membres car d'après toutes les études et modélisations qu'on a pu faire et dont on va vous toucher un mot tout à l'heure, elle est considérée comme très peu exposée du fait de la diversification géographique du portefeuille. La limite totale donc, du programme, en faisant la somme des rétentions des seuils de tous les adhérents, représente donc pour 2023 les 611 millions que vous voyez. Enfin, j'espère que vous voyez assez clair parce que c'est vrai que le schéma est un peu petit. 611 millions pour 2023. Un petit mot peut-être pour vous dire, donc je vous disais tout à l'heure que le programme 2024 a d'ores et déjà été placé. Il a été placé dans un contexte de marché un peu difficile, hein, comme vous le savez certainement. Le mécanisme, par contre, n'a pas bougé, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a toujours donc cette protection CCR avec les 12 groupes, avec les seuils donc, de 20 millions, et puis le programme marché qui n'a pas évolué en ce qui concerne les limites. Toujours 450 millions en excès de 50, hein, qui est la ligne de co-réassurance. La prime, elle, a légèrement augmenté, enfin, elle a un peu augmenté du fait de ce durcissement du marché que nous avons tous pu constater, je pense, cette année. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si tout est clair. Bien. Mais si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à les Oui, poser bien en sûr. fin de réunion. Merci Alda. Je vous propose de continuer sur les chiffres. Donc, comme vous l'avez compris, hein, votre reporting, il est indispensable pour nous permettre le placement de ce programme de réassurance. Comme l'a dit Alda, le programme RPM 2024 a été placé, comme les autres années, avec un an d'avance, dans un contexte de marché très difficile. Donc, merci à Thomas et à ses équipes et aux équipes d'Emmanuel Le Floch pour leur concours dans ce placement très satisfaisant, puisque on a réussi à le placer avec un an d'avance, hein, donc ce qui est tout à fait exceptionnel s'agissant d'un risque 4, man-made, pour lequel l'appétence des marchés n'est pas celle qu'on peut trouver sur des branches plus classiques telles que la RC ou le property, qui ont pourtant été très chahutées. Donc, ce placement dépend en grande partie de vos données. Vos données que j'affiche ici, qui nous permettent chaque année de mettre en place le programme, mais également de mettre en place les flux financiers et comptables qui vont nous permettre de prendre en charge ces charges de réassurance privées et publiques. Et plus vos données seront fiables et plus vos données seront complètes, et plus nous pourrons être efficaces à la fois dans le cadre de ce placement, également dans la mise en place de la section RPM. Et plus le programme est placé de façon satisfaisante, plus vous imaginez bien que le retour sur investissement pour vous sera intéressant, tirant le rôle vers le bas. C'est la somme qui vous revient, hein, en résultat positif. Ce résultat positif que les risk managers présentent parfois comme de l'argent qui retomberait dans les caisses des assureurs,
Et ce qu'il faut le rappeler, c'est que cette somme qui vous revient, la contribution au résultat positif de Gareat, RPM ou grand risque, c'est ni plus ni moins que la rémunération du capital que vous immobilisez dans la rétention basse et la rétention haute. Et donc, il est important qu'on ait ces données pour négocier au mieux les conditions de réassurance. Donc, comme vous le voyez à l'écran, la section RPM, c'est au départ 4,4 milliards d'encaissement property chez nos adhérents RPM. Une grosse partie est évidemment de primes MRH, et puis le reste se répartit en primes auto et risques professionnels. Si on convertit ces encaissements en primes de réassurance Gareat 2023, on estime pour 2023 un encaissement Gareat autour de 25 millions d'euros, donc qui devrait correspondre à un peu plus de la moitié de primes pour les risques de particuliers et un tiers pour les risques professionnels, donc est surreprésenté par rapport à leur volume en termes d'encaissement. Mais comme on a un taux de prime Gareat qui est plus élevé pour les professionnels, on comprend bien qu'on a une surreprésentation de ces risques dans notre portefeuille. Je ne vais pas commenter très longtemps ces figures que vous pouvez regarder à tête reposée. Ces figures montrent que ce soit en termes de primes estimées ou en termes de primes déclarées, on est en croissance constante depuis 2016. Voilà. Emmanuel parlait du dynamisme de Gareat RPM. Ce dynamisme, il s'exprime notamment par une croissance de la section RPM qui est supérieure au marché, alors du fait d'adhésion. Aujourd'hui, Gareat est un point de passage obligé pour tous les assureurs LPS qui veulent intervenir en France, notamment en RPM. Donc une croissance plus élevée que le marché du fait de ces adhésions, mais également du fait d'un dynamisme de nos adhérents qui est supérieur au reste du marché. Donc, on a une légère fluctuation entre les primes estimées et révisées. Je ne rentre pas dans le détail. Il faut avoir en tête qu'il y a quelques années, on a fusionné les bandes 0,6, 6,20, ce qui a conduit à remettre à plat nos taux de primes de réassurance, donc ce qui a pu causer un décalage entre les estimés et les révisés. Puis également, on a des fluctuations conjoncturelles ces dernières années sur le marché du nommage, mais également de l'automobile, qui expliquent ces écarts. Donc, s'il faut avoir en tête, une fois encore, c'est que c'est grâce à vos données qu'on peut piloter au mieux notre section. Donc, vos données servent bien sûr à la mise en place du processus de réassurance, donc achat de la réassurance et également appel de primes et répartition des résultats positifs. Mais un des points fondamentaux de la nécessité pour vous de nous fournir des données complètes et de bonne qualité, c'est que le marché de la réassurance est aujourd'hui relativement frileux en ce qui concerne les risques CAT, et il l'est d'autant plus en ce qui concerne les risques CAT man-made pour des évidences de faiblesse de données historiques. Aujourd'hui, on n'a pas de données historiques, on n'a pas de période de retour en terrorisme. Et donc, le marché de la réassurance n'a finalement qu'un élément pour tarifer le coût d'un programme terrorisme, eh bien, c'est la qualité des risques. Alors, Gareat est en concurrence avec un certain nombre de pools. Pool en Grande-Bretagne, Extremus en Allemagne, ARPC en Australie. Tous ces pools présentent une différence par rapport à Gareat. Ce sont des pools de souscription, comme Assurpol et Assuratom. Pour chaque risque, le pool dispose d'un dossier de souscription et potentiellement, il tarifie à l'affaire. Gareat ne fonctionne pas comme un pool de souscription. Gareat assure des portefeuilles, que ce soit en grand risque
ou en RPM depuis 2002, c'est la totalité des portefeuilles des adhérents du pool qui est assurée. Donc cette faiblesse que représente l'absence de visibilité du pool sur ces risques, il faut obligatoirement les compenser par la qualité des données qu'on leur fournit et la mesure de notre exposition. Si un réassureur a le choix dans la ventilation de sa capacité entre PoolRe ou Gareat, il pourra avoir tendance à favoriser la capacité qu'il va mettre sur PoolRe, parce que PoolRe est capable de lui donner adresse par adresse la totalité des données qu'il demande. Nous, pour rester compétitifs dans ce marché de la réassurance très tendu, il faut qu'on continue à travailler année après année, à fiabiliser la mesure de notre exposition. Donc, la mesure de notre exposition, elle repose sur la qualité et la complétude de vos données. Vos données, on va s'en servir dans le cadre de 2 approches de la mesure de notre exposition. Une première approche qu'on appelle l'approche Gareat, les scénarios Gareat, qui est une approche déterministe. On a choisi les plus grandes villes de France, et puis on va simuler l'impact sur la section RPM d'un sinistre qui va pouvoir être de 500 millions, 1 milliard, 10 milliards d'euros. Et on va mesurer quel est l'impact de cet événement sur la section RPM. Cette approche par scénario, eh bien, on va la construire à partir de vos primes par département, à partir de vos fichiers des risques à l'adresse. La deuxième approche qu'on construit avec Aon, c'est une approche de modélisation avec 2 scénarios. Un scénario classique Solva 2 où on applique 100% de dommages sur tous les risques concentrés dans un rayon de 200 mètres. Et puis une deuxième approche développée par Aon avec un organisme d'ingénierie bien connu en matière d'études de danger sur les risques Seveso. C'est une approche dite ICAR, où on va simuler l'explosion d'un site Seveso et on va mesurer l'impact de l'explosion de ce site Seveso sur les risques petits et moyens environnants. Donc, tout de suite, avant de passer la parole à Thomas, qui va vous présenter les résultats des dernières modélisations à ON sur la base de ces 2 approches, je vous donne quelques éléments concernant nos scénarios Gareat. Donc, à l'écran, vous avez les résultats de nos études de l'an dernier sur les 10 plus grandes villes de France. Donc, je vous rappelle ce scénario à 10 milliards d'euros potentiellement, donc un scénario maximaliste, plutôt dans l'esprit d'un événement NBCR. Les résultats de l'an dernier montrent que Gareat RPM, face à un événement de type NBCR, ne serait pas exposé au-delà d'un peu moins de 500 millions d'euros sur un événement qui, à 100% du marché français, représenterait, lui, 10 milliards de pertes. Je vous rappelle que Gareat RPM a une part de marché approximative de 13%. On voit bien un business model très différent des grands risques, où là, on a quasiment la totalité du marché. Donc, avec ces 12% de parts de marché réparties en fonction de vos parts de marché départementales dans les 10 plus grandes villes de France ou à la maille communale, on arrive à une exposition d'un peu moins de 500 millions d'euros. Et c'est cette exposition dans une approche maximaliste et déterministe qui nous conduit à ne pas acheter la 3e tranche au-delà du programme 450 Excess 50. On considère qu'on est sur un événement qui n'est pas bicentenal et donc pour lequel l'achat de réassurance n'est pas aujourd'hui stratégiquement intéressant. Donc voilà, si vous avez quelques questions, on pourra y répondre tout de suite après cette présentation. Et puis je vais passer la parole soit à Pierre, soit à Jean je vais passer la parole à Thomas pour vous présenter les résultats des modélisations AN.
Allô, vous m'entendez? Je vais prendre ce micro. Très bien, oui. Oui, très bien, merci. Donc, bonjour à tous, ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Thomas Giraudot de E.ON Réinsurance Solutions, donc courtier en réassurance. Nous sommes ravis de vous accompagner sur le placement de la tranche T2. La tranche T2 qu'avait présentée Alda en introduction, donc c'est celle qui est en 450 excess 50 millions d'euros, donc qui est placée auprès de vos réassureurs privés, en comparaison avec la réassurance publique, la réassurance de la CCR. Donc, nous vous accompagnons sur ce placement, donc sur la négociation du prix, évidemment, et également sur le placement du traité auprès des réassureurs. Donc, comme disaient Alda et Stéphane, c'était un placement qui a été plus compliqué que les années précédentes. C'est en lien avec le retournement de marché qui a eu lieu cette année, notamment que vous avez sûrement connu, éprouvé sur vos risques 4 et également sur les risques RC, sur l'auto. Ça a contaminé, ça a eu des effets dominos sur les capacités des réassureurs et sur leur appétit au risque, également sur le risque terrorisme. On l'a vu sur le Garéat, mais on l'a vu également avec nos collègues sur les autres pools au niveau international. Et donc ici, effectivement, l'idée de vous accompagner également sur les modélisations. Stéphane vous a présenté la modélisation qui est faite par les équipes Garéat, donc sur le scénario. Et nous vous accompagnons également sur des modélisations suite à des modèles stochastiques. Donc, soit d'un côté, on fait les cercles de 200 mètres. Donc, ça, c'est la partie droite de cette diapositive. Donc, comme disait Stéphane, c'est le modèle solvabilité 2. Donc, on fait exploser des risques dans un cercle de 200 mètres avec un taux de dommage de 100%. Donc, on applique ça sur vos risques, sur les risques donc, qui sont agrégés, qui sont récupérés via Mazars, via leur plateforme, donc qui permettent effectivement d'appliquer ce scénario sur tous vos risques, sur tous les cercles, et on obtient les résultats suivants. Donc, les résultats, on voit que l'essentiel des risques sont concentrés sur Paris, donc les 10 premiers risques, donc avec les couleurs qui montrent la contribution de chacun des groupes, du groupe 1 au groupe 12. Donc, on voit effectivement que les 3 premiers risques sont compris, le premier est à 134 millions, le deuxième à 124 et le troisième à 123 millions. Donc, ça montre effectivement que ces cercles de 200 mètres atteignent des montants maximum de 134 millions, donc ce qui est des montants conséquents, mais ce qui permet aussi de relativiser par rapport à la capacité totale de votre exposition et de la capacité qui est placée auprès des marchés, c'est-à-dire 450 millions d'euros. Donc ça, c'est la première partie à droite. Et on a la partie à gauche qui est la modélisation sur les sites Céveso. Donc, ces sites Céveso, c'est un modèle qui a été développé chez E.ON par nos équipes de 4 modeleurs et qui a été développé en partenariat avec l'INERIS, qui est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Donc, il y a eu un travail de fond développé sur l'explosion de ces différents sites Céveso avec différentes approches, avec des approches explosion, conflagration et des approches incendie. Donc, on a 1000 sites Céveso en France. On applique cette explosion sur l'intégralité de ces sites Céveso. Alors, on ne regarde pas le coût du sinistre pour le site Céveso en lui-même, qui est couvert en grand risque, évidemment. On regarde l'impact pour tous les risques petits et moyens qui se situent dans l'entourage de ce site Céveso. Donc, effectivement, on pense naturellement, par exemple, à la catastrophe AZF qui avait eu lieu en 2001 près de Toulouse, donc il y avait eu un impact fort. Et donc l'idée, effectivement, était de remodéliser ce type de risque à partir des données Céveso et des données de l'INERIS. Donc, sans tarder, on va regarder les résultats en dessous. On voit que les résultats sont un petit peu plus élevés que ceux des cercles de 200 mètres. On a un premier risque à 166 millions d'euros à Pierre-Bénite, donc dans le département 69, donc près de Lyon. Le deuxième scénario, c'est 123 millions d'euros à Niort. Et le troisième scénario à 87 millions à Verne-sur-Sèche. Donc, Verne-sur-Sèche, dans le 35, dans le département 35, près de Rennes. Donc, effectivement, le Pierre-Bénite, qui est le site le plus exposé, c'est dans la vallée de la Chimie, dans la vallée du Rhône. Et on avait, les années passées également, on le met dans les commentaires, un scénario à Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours, qui n'est plus présent, qui était un dépôt de gaz qui a été fermé depuis 2020, qui apparaissait dans les scénarios précédents. Donc, là aussi, on a un scénario maximum Céveso qui reste important, mais inférieur à la capacité 4 placée par le Garéat.
Et ces données, effectivement, intéressent grandement les réassureurs lors de nos échanges, lors des négociations. Donc, on fait ça, effectivement, en toute transparence avec eux sur notre approche, sur les modélisations. On leur présente ces résultats, on leur présente ces modélisations. Eux-mêmes nous interrogent tout au long de l'année ou durant le renouvellement pour effectivement pouvoir accepter ces risques et pour eux en interne documenter leur dossier pour valider leur souscription. Donc voilà pour cette présentation. Stéphane, je te redonne la parole. Merci Thomas. Donc vous comprenez bien hein, le caractère stratégique des données que vous nous fournissez pour l'achat de la réassurance. Plus vos données seront complètes et fiables, plus nous pourrons montrer à nos réassureurs la faiblesse de leur exposition. Donc, au-delà de ces modélisations que nous venons de vous présenter, je vais passer la parole à Jean ensuite. Vos données nous servent aussi à présenter occasionnellement à nos réassureurs un certain nombre d'études complémentaires. Chaque année, au moment du renouvellement, nous leur présentons une étude qui montre dans quelle mesure les deux programmes Grand Risque et RPM pourraient être ou pas atteints simultanément. Et aujourd'hui, on est chaque année en mesure de leur prouver que, effectivement, face à un événement majeur, les deux programmes pourraient être atteints simultanément, mais dans des proportions tout à fait infimes. Nous leur proposons aussi chaque année une étude concernant nos expositions en Nouvelle-Calédonie. Hein, comme vous savez, CCR n'intervient pas en Nouvelle-Calédonie pour des raisons constitutionnelles. Et donc, les sinistres locaux qui excéderaient le programme marché retomberaient dans la rétention des adhérents. Il est important pour nous, chaque année, de pouvoir mesurer comment un tel sinistre se répartirait entre les réassureurs de marché et les co-réassureurs. Enfin, nous réalisons chaque année un certain nombre d'études lorsque, à l'occasion d'une année, il s'est produit un événement de type explosion accidentelle. Nous profitons de l'opportunité, si je puis dire, pour soumettre nos modèles à un stress test. Suite à l'explosion de la rue de Trévise, suite à l'explosion du stockage d'ammonitrate à Beyrouth il y a quelques années, nous faisons tourner nos modèles, ceux de chez Aon, ceux de chez Mazars, également ceux de chez Gag Carpenter, et on essaie de voir dans quelle mesure nos modèles collent avec la réalité. Et aujourd'hui, on peut dire que nos modèles, à chaque fois qu'on les a fait tourner sur des événements passés, eh bien, ils ont montré à la fois la robustesse de nos modèles et d'autre part la faiblesse de l'exposition de la section RPM face à des événements d'ampleur, notamment parce que les 13% de part de marché de la section RPM eh bien, se ventilent de façon, on va dire, idéale en termes géographiques et en termes de nature de risque pour que le risque soit bien réparti sur la totalité du portefeuille et la totalité du territoire. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la présentation de la plateforme. Et juste avant d'évoquer le contexte de ces travaux, Jean, je vais peut-être te passer la parole puisque justement, tu avais quelque chose à nous présenter concernant un événement récent. Oui, bonjour à tous, Jean Vidal, Mazars. Je pilote les études Mazars et notamment le traitement des données et les modèles que nous en sortons pour la section grand risque, mais également pour la section des risques petits et moyens. Et donc, à la suite du sinistre qui a eu lieu la semaine dernière rue Saint-Jacques,
dans le 5e. Nous avons regardé quelles étaient les expositions potentielles en appliquant un scénario de destruction 200 mètres, 100% des risques assurés détruits, donc le scénario solvabilité 2, sur le portefeuille qui a été déclaré par l'intermédiaire des fichiers des risques à l'adresse l'an passé. On va y revenir ensuite. L'an passé, nous avons mis une plateforme en place qui permet de recenser l'ensemble des risques à l'adresse cédés au GAREAT au titre de la section RPM. Et donc, instantanément, quasiment, nous avons regardé à partir de cette base les impacts. Et donc, on arrive à... Alors, on a regardé donc, le 277 rue Saint-Jacques, dans un rayon de 200 mètres, il y avait 334 biens assurés au titre et cédés au titre de la section des risques petits et moyens. Ces 334 biens se regroupent en 112 sites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'immeubles, et donc il peut y avoir notamment au titre de la multi-risque habitation plusieurs biens au sein du même immeuble. Donc nous avons 112 adresses dans un rayon de 200 mètres autour du site explosif et qui a explosé, pardon, et l'engagement GAREAT atteint 56 millions d'euros. Donc, on dépasse légèrement la rétention du programme qui a été présenté par Alda un peu plus tôt. Et notamment, il y a 10 adresses majeures. Donc, c'est le graphe de droite que vous pouvez voir sur mon écran. 10 adresses majeures qui sont concernées. Les sommes assurées sont en vert sur ce graphe et les sommes et les engagements GAREAT donc limités sont en bleu. Et vous voyez qu'on a sur ces 10 risques majeurs une exposition de 1,5 million à peu près à 7 millions d'euros sur ces 10 sites qui représentent plus de 75-80% des 56 millions de risques assurés. Nous avons également une carte qui représente, donc vous voyez sur cette carte, l'impact, l'étoile jaune et rouge au centre, donc au 277 rue Saint-Jacques, et l'ensemble des points concerne les risques qui sont les sites dont une partie ou la totalité de l'adresse est cédée à GAREAT. Les points rouges sont les 10 risques majeurs que je viens de présenter précédemment. Et vous voyez qu'adjacent quasiment à l'explosion, il y a un site qui est cédé au GAREAT, ça doit être le 275 rue Saint-Jacques. On a fait aussi ce qu'on appelle un clash avec les grands risques, puisque nous travaillons GAREAT et Mazars aussi sur les grands risques. Il n'y a aucun site dans les 200 mètres de rayon. Le site le plus proche est à 300 mètres du site est à 300 mètres du point d'explosion au 277 rue Saint-Jacques. En ce qui concerne la répartition entre adhérents, il y a, Alda vous a présenté tout à l'heure, 12 groupes, ce qu'on appelle les groupes CCR, au sein desquels sont répartis les adhérents de la section risques petits et moyens. Il y a 8 groupes qui sont concernés sur ces 334 biens assurés, 8 groupes, et un dépasse la franchise de 20 millions d'euros et est exposé à 40 millions d'euros sur ces engagements. Voilà pour la synthèse rapide sur ce sinistre qui a eu lieu la semaine dernière et donc nous en servons comme exemple au cas où ça aurait été un attentat et nous appliquons nos scénarios. Ensuite, donc nous allons maintenant vous présenter une plateforme de déclaration des données. Thomas, Stéphane, Alda, Emmanuel ont bien précisé l'importance des données au moment de la renégociation et du renouvellement de vos programmes. On a depuis plusieurs années, Mazars, travaillé sur ces données avec les grands risques et depuis l'an dernier, nous avons aussi collaboré avec la section des risques petits et moyens pour mettre en place une plateforme de déclaration avec un certain nombre de contrôles, un certain nombre de normes qui vont permettre de s'assurer d'une meilleure qualité des données et d'en exploiter un maximum de ces données qui sont cédées, de ces sites qui sont cédés, des adresses qui sont cédées à GAREAT, dans le cadre ensuite des modèles notamment que Thomas et son équipe présentent lors des renouvellements. L'an passé, on a
on a mis en place une plateforme qui permettait de déclarer les risques à l'adresse pour un volume d'environ plus de 5 millions de données exploitables. Donc les fichiers à l'adresse qui sont traditionnellement déclarés pendant l'été. Cette année, on va de nouveau déclarer ces fiches à l'adresse via la plateforme. Il n'y aura pas de changement de ce côté-là pour les adhérents. Donc si la déclaration a été faite l'an dernier, il n'y a pas de nouvelles modalités à mettre en place. Cependant, pendant cette période d'été, les adhérents déclarent également des annexes, notamment qui permettent à Stéphane Delangère de travailler sur les modèles Garéa dont on vous a parlé un peu plus tôt. 3 annexes qui vont cette année être intégrées à la plateforme et qui va permettre d'avoir un seul flux de déclaration et ça sera une nouvelle simplification bien entendu pour les adhérents et ça nous permettra nous aussi de comparer des données. Les annexes, pour rappel, c'est des données plus agrégées que les fichiers à l'adresse. Certaines concernent l'année N-1, certaines sont prospectives, concernent l'année N+1. Ça nous permet de faire via cette plateforme des comparatifs aussi pour voir à la fois la cohérence ou l'évolution, puisqu'on ne compare pas toujours les mêmes exercices, des données déclarées à un niveau agrégé. Cette plateforme permettra également de déclarer l'état réglementaire FR 0393 qui est aussi transmis au Garéa chaque année. Donc, cette plateforme, son objet, une meilleure qualité des données et aussi, bien entendu, une meilleure sécurisation, puisqu'on a une plateforme, bien entendu, sécurisée qui est plus robuste, qu'on confirme plus robuste que les modes déclaratifs des années précédentes. Je vais laisser la parole à Pierre, donc, qui fait partie de l'équipe Mazars qui travaille sur ces sujets-là, qui va vous faire une démonstration de cette plateforme de déclaration que nous avons enregistrée et sur laquelle nous pourrons faire une pause si vous avez des questions, ou alors nous consacrerons le temps de questions-réponses en fin de réunion pour y répondre. Donc bonjour à tous, Pierre Siland, cabinet Mazars, donc ravi d'être convié au rendez-vous RPM. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, j'interviens depuis 4 ans sur la campagne Grand Risque, et donc j'ai pu échanger avec pas mal d'adhérents sur les modalités de déclaration. Je vais être votre interlocuteur privilégié sur le fonctionnement de la plateforme, sur les semaines et les mois à venir. Vous pourrez me contacter grâce à l'adresse mail gariat-mazars@mazars.com et vous sera affiché tout à l'heure à l'écran. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire une démonstration concrète de l'outil de déclaration avec des déclarations fictives, des données fictives et de vous montrer toutes les étapes de déclaration, sachant que ces étapes de déclaration seront de toute manière détaillées dans un tutoriel qui vous sera envoyé lors du lancement de la campagne par mail. Pour éviter un petit peu les aléas du direct et les potentiels problèmes de serveur, on a capturé une vidéo du fonctionnement de la plateforme sur lequel je vais poser des commentaires audio et que vous allez pouvoir voir sur votre écran. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran avec le formulaire d'identification? C'est bon de votre côté? Non, Pierre, pas pour le moment. Pas pour le moment? Pas encore, non. Je vais repartager mon écran. Alors, une seconde. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, ça Oui, c'est c'est bon. parfait. Oui. Alors, le lien de la plateforme vous sera transmis par mail et en cliquant dessus, vous arriverez sur un formulaire d'identification. Une chose importante à souligner d'ores et déjà, c'est qu'il y a 2 étapes pour l'authentification et l'accès à la plateforme. Ça avait un petit peu porté à confusion l'année dernière, donc on tient à l'éclaircir cette année. Ces 2 phases d'authentification ont 2 identifiants et 2 mots de passe différents. Je vais lancer la vidéo. La première phase, la première phase d'authentification, elle se fait donc via le formulaire que vous voyez à l'écran. C'est une fenêtre pop-up qui apparaît sur votre navigateur. Elle vous permet d'accéder au deuxième login donc, que vous voyez à l'écran ici. Si vous oubliez votre mot de passe individuel, vous avez la possibilité, comme sur beaucoup de sites internet, via un formulaire, de demander à le reset en cliquant sur « Oubliez votre mot de passe ».
L'adresse mail de contact que vous voyez à l'écran sur votre droite, gariat-mazar@gariat.com, vous permet de prendre contact directement avec les équipes Mazar et les équipes Gariat pour un éventuel support technique et concernant les modalités de déclaration sur la plateforme. Donc ici, je vais tout simplement renseigner mes identifiants et pouvoir me connecter à la plateforme. Encore une fois, les identifiants vous seront transmis lors du lancement de la campagne. Donc, au cours de la semaine prochaine, vous recevrez un mail avec vos identifiants dans le corps du mail. Ici, vous arrivez sur Alors, ce sont des accès personnels ou par entreprise, ce sont des accès personnels. Donc, on va contacter un déclarant, un interlocuteur par adhérent. Si toutefois, on contacte le mauvais interlocuteur ou le mauvais responsable, n'hésitez pas à nous le remonter. On pourra, dans ces cas-là, changer les identifiants et s'adresser au bon contact. Ici, vous pouvez continuer à m'envoyer des questions sur la conversation, j'y répondrai au fil de l'eau. Ici, vous voyez donc la page d'accueil de la plateforme. La première chose à prendre en compte, sur la plateforme, c'est que vous pouvez changer la langue d'utilisation en français ou en anglais, et vous pouvez également télécharger directement le tutoriel d'utilisation en cliquant sur l'icône point d'interrogation. Ce tutoriel d'utilisation, il vous sera transmis par mail lors du lancement de la campagne en version française et anglaise. Ensuite, vous allez pouvoir vous rendre sur l'onglet Campagne pour saisir vos données dans la campagne en cours, donc en l'occurrence ici 2023. Comment dire, l'écran que vous voyez ici, c'est un environnement de recettes, donc d'autres campagnes sont également ouvertes. En l'occurrence, vous aurez une seule campagne d'ouverte, ce sera la campagne 2023. Vous cliquez sur Saisir, et donc vous allez atterrir sur l'interface de la plateforme. Sur votre gauche, vous allez avoir un menu avec les différentes options que vous allez devoir utiliser au moment du process de déclaration. La première étape pour un utilisateur, ça va être de sélectionner l'adhérent pour lequel il souhaite déclarer. En effet, certains interlocuteurs doivent déclarer pour 2 adhérents. La plupart des interlocuteurs n'ont qu'un seul adhérent pour lequel ils doivent déclarer. Donc, vous aurez juste à sélectionner l'adhérent pour lequel vous devez déclarer. Je précise que pour les interlocuteurs, les responsables qui n'ont qu'une seule cédante, qu'un seul adhérent, il leur sera automatiquement attribué et vous n'aurez pas de toute manière la vue sur la liste déroulante sur les autres cédantes. Je précise également qu'au sein de la plateforme, vous n'aurez la vision que sur votre portefeuille, que sur vos données. Les données sont silotées et uniquement Gariat et accessoirement Mazar a la vue sur l'ensemble, on va dire, du portefeuille et l'ensemble des annexes et des fichiers des risques à l'adresse qui sont déclarés. Donc, une fois que vous avez sélectionné et confirmé l'adhérent pour lequel vous devez déclarer, vous allez pouvoir télécharger les templates, c'est-à-dire les modèles des fichiers à compléter. Pour ce faire, vous avez le module de chargement des fichiers que vous voyez à l'instant. Vous allez vous rendre sur la liste déroulante qui s'affiche à l'écran, où vous pouvez sélectionner les différents templates. Fichier des risques à l'adresse, fichier des risques à l'adresse au format CCR, index 1, 2 et 3. Je précise que pour l'état réglementaire FR 1303, celui-ci ne requiert pas de modèle spécifique, donc vous n'aurez pas forcément de modèle qui vous sera proposé. C'est un champ, c'est sous format d'une boîte aux lettres, il n'y a pas de champ particulier attendu pour l'état réglementaire. Donc vous allez pouvoir télécharger un fichier. On va prendre ici l'exemple de l'annexe 1 en cliquant sur le libellé en bleu. Ici, vous voyez que directement, le fichier vient se télécharger dans votre barre de téléchargement. Vous allez ensuite le compléter, le renseigner avec vos données, c'est-à-dire vos primes, vos sommes assurées, vos nombres de police, et vous allez ensuite le charger sur la plateforme. Pour le charger sur la plateforme, vous allez cliquer sur l'icône « Charger un fichier sur la plateforme ». Il va vous inviter tout simplement à venir chercher en local sur votre ordinateur le template complété, donc ici en l'occurrence l'annexe 1.
Il va vous confirmer que celui-ci a bien été téléchargé sur la plateforme et vous allez être invité ensuite à le confirmer dans un onglet dédié. Cet onglet dédié, il va vous permettre de visualiser plusieurs choses. Il va vous permettre de visualiser vos données directement au sein de l'outil et éventuellement de ressaisir les données si de potentielles coquilles, des erreurs, ou si vous voulez apporter des corrections au sein de votre fichier annexe. Je précise également que pour les adhérents qui souhaiteraient saisir directement les données au sein de l'outil sans passer par le renseignement d'un fichier, ce sera possible sur l'environnement de production, sur l'outil qui vous sera proposé la semaine prochaine. Donc, dans ces cas-là, il ne sera pas nécessaire au préalable de renseigner un fichier Excel et de le télécharger sur la plateforme. Vous pourrez directement saisir vos montants au sein en fait, de la plateforme. Oui, Ici, juste, on a pris en compte le fait que parmi les 70 ou 80 adhérents RPM, on a des profils très très différents en termes de nature de portefeuille. On a des compagnies avec des portefeuilles très complexes qui interviennent sur toutes les branches, tous les départements, etc., etc. Et puis on a des compagnies, notamment des compagnies LPS, qui ont très peu de police, concentrées sur une seule branche. Et donc, on a considéré que ça pouvait être une fonctionnalité, un confort pour un certain nombre d'opérateurs de pouvoir renseigner notamment l'annexe 1 et l'annexe 3, qui peuvent être relativement simples pour un certain nombre d'opérateurs, sans passer par le chargement de fichiers. Voilà. ouais, voilà. Merci Stéphane. Je précise également que vous voyez en haut les codes comptables et les codes GTA. Ces codes comptables et ces codes GTA ne seront pas renseignés par les adhérents. Ils seront automatiquement enregistrés sur la plateforme et seront automatiquement injectés au sein des fichiers en fonction de l'adhérent qui déclare. On les a dans une base de données en back-end sur la plateforme. Donc ici, vous allez pouvoir modifier en direct sur l'outil les montants du nombre de polices, des primes émises. Je précise que les taux Gariat ne peuvent être modifiés, ils sont enregistrés au sein de l'outil. Une fois que vous avez modifié éventuellement vos montants, vous allez pouvoir sauvegarder vos modifications en cliquant sur Sauvegarder. Lorsque vous cliquez sur Sauvegarder, assurez-vous que le message pop-up s'affiche. Ça permet de vous assurer effectivement que que le fichier a été sauvegardé, que les données ont bien été envoyées vers la plateforme. Lorsque vous avez fait ces modifications, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, venir télécharger le fichier modifié, si vous souhaitez le stocker en interne sur votre machine. Et donc là, voilà, le téléchargement s'affiche en haut à droite. Donc, c'était l'exemple pour l'annexe 1. On va passer, je vous le propose, à l'annexe 3, donc qui est pour rappel l'équivalent de l'annexe 1, mais avec 2 ans de décalage en N+1. Là, on est sur une vue au 31 décembre 2022. Sur l'annexe 3, on sera en estimatif sur 2024. Donc, le principe est le même. Encore une fois, vous venez télécharger le modèle de déclaration en cliquant sur télécharger le modèle à compléter et vous pourrez ensuite, une fois qu'il sera renseigné, venir le charger sur la plateforme en cliquant sur charger un fichier sur la plateforme. Donc vous venez le chercher en local sur votre machine de la même manière et ensuite vous allez pouvoir vous rendre dans Annexe 3 pour venir éventuellement l'amender, le compléter et en fonction de vos besoins. Donc, même fonctionnement ici. C'est assez répétitif par rapport à l'annexe 1. Vous pouvez le modifier, le compléter, et ensuite venir le sauvegarder avec la fonctionnalité qui convient. On va pouvoir désormais passer à l'annexe 2. Donc, l'annexe 2, pour rappel, c'est une ventilation à la maille départementale de l'annexe 1. Donc, des primes et des sommes assurées. De la même façon, vous allez pouvoir télécharger le template et venir charger le fichier sur la plateforme. Pour l'annexe 2, donc, il convient de ventiler à la maille départementale et vous pourrez de la même façon vous rendre dans l'onglet dédié pour vérifier que la répartition au niveau des départements, pour s'assurer qu'elle est correcte.
Ici, renseigner vos données au sein d'un Excel fait beaucoup plus de sens parce que le fichier, la structure du fichier est un petit peu plus lourde. Comme c'est une ventilation qui est plus fine, ce sera peut-être plus fastidieux de le renseigner directement au sein de l'outil. C'est pour ça on vous conseille, en particulier sur l'annexe 2, de faire intervenir un chargement via un fichier Excel, tout simplement. Oui, Donc ici, vous avez... effectivement, la fonctionnalité formulaire, en fait, elle a surtout été pensée, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour ceux de nos adhérents, qui sont nombreux, hein, qui ont très peu d'affaires et qui sont concentrés dans Paris essentiellement, les assureurs LPS. Pour eux, ça peut faire sens de travailler sur le formulaire pour l'annexe 2, pas forcément pour tout le monde. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, on avait souhaité simplifier le processus en fusionnant les annexes 1 et les annexes 2, ce qui était devenu les annexes 1 et 2, avec une même date de vision, 31-12 N-1. Donc ça ne change pas. Ce qu'on vous demande en annexe 1, c'est votre portefeuille au 31-12 N-1, et puis en annexe 2, ce qu'on vous demande, c'est la ventilation de ce portefeuille par département. On vous a expliqué tout à l'heure tous les enjeux d'avoir ces données. Pratiquement, pour vous aujourd'hui, ça revient tout de même à dissocier l'annexe 1 de l'annexe 2. Le retour d'expérience de la fusion des annexes 1 et 2, ça nous a conduit à penser que pour un certain nombre d'entre vous, cette fusion pouvait être compliquée. Contrairement à ce qu'on pouvait penser à l'origine, la présence dans vos portefeuilles de police non répartis à la maille départementale, je comprends, l'exception est en fait la règle. Vous avez tous quasiment dans vos portefeuilles des affaires dont vous ne maîtrisez pas l'adresse parce que vous vendez des produits en marque blanche ou vous faites de la délégation de souscription à des courtiers ou à des agents de souscription. Même si vous souscrivez en direct, vous avez tous dans vos portefeuilles des tout-risques chantiers pour des sociétés de maintenance, donc des polices révisables au chiffre d'affaires sans notion d'adresse de chantier. Vous avez tous des bris de machines pour des polices de flotte de portables en tout lieu. Vous avez tous des polices objets d'art ou je ne sais quoi qui peuvent se situer en tout lieu. Donc, on a pris en compte le fait que chez quasiment tous nos adhérents, on a des polices qu'il n'est pas possible de répartir à la maille départementale. Et donc, Pierre y reviendra tout à l'heure, on a intégré le fait que entre une annexe 1 et une annexe 2, il faut s'attendre à ce qu'on ait un écart. Jusqu'à aujourd'hui, l'écart, il était problématique pour vous, puisque on vous demandait sur un même document un portefeuille Vision France entière et ensuite un split par département. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de nous donner votre portefeuille France entière sur l'annexe 1 et une ventilation par département des polices que vous pouvez ventiler. Ce que nous vérifierons, ce sera le fait que l'écart entre l'annexe 1 et l'annexe 2 reste dans des limites qui ne mettent pas en péril la transparence de votre portefeuille pour nos réassureurs. Voilà. Je te redonne la parole, Pierre. Pierre, avant que tu reprennes, il y a quelques questions qui ont été posées. Oui. Si on les a manquées, peut-être qu'on pourrait y revenir au moment à la fin de la présentation sur les questions-réponses, notamment sur des évolutions, je crois, alors quel type de fichier et sur le numéro de département. Il y aura aussi probablement des... Attends, sur le code postal, je me permets de faire une précision dès maintenant. Sur le fichier, le template que vous pourrez télécharger sur la plateforme, qui est celui-là pour l'annexe 2, en colonne B, peut-être que vous voyez mal, je vais peut-être zoomer un petit peu, en colonne B, vous avez les codes postaux de renseigner. Seulement, ils ne sont pas visibles, on va dire, sur la visualisation que vous avez sur la plateforme. Voilà pour la précision.
Donc, je vais continuer la présentation donc, sur l'annexe 2. Donc, pour passer d'une line of business, d'une branche d'assurance à une autre, vous cliquez donc en haut sur les différents onglets, professionnel, agricole, autres dommages. Et si vous souhaitez descendre dans les départements, vous pouvez faire passer les pages en bas en vous servant de la souris. Donc ici, assez simplement, je fais une modification sur le nombre de polices, les sommes assurées et les primes. Je viens le sauvegarder en cliquant sur le bouton approprié et la sauvegarde est envoyée vers la plateforme. Je peux également télécharger, si je le souhaite, le fichier qui a été amendé au sein de l'interface. Maintenant qu'on a effectué les téléchargements des annexes 1, 2 et 3, nous allons passer au fichier des risques à l'adresse. Donc pour rappel, l'année dernière, vous deviez déjà télécharger ce fichier des risques à l'adresse au moyen de cette plateforme. Quelques modifications, améliorations ont été apportées. Je vais y venir tout de suite. Donc tout d'abord, vous téléchargez le fichier de déclaration. Je précise que le template du fichier n'a pas été modifié par rapport à 2022, pardon, c'est le même. Vous allez pouvoir cliquer sur charger un fichier sur la plateforme. Donc ici, vous venez le sélectionner en local et il va venir se télécharger au sein de la plateforme. Vous allez vous rendre donc sur le menu à gauche sur fichier des risques à l'adresse pour venir le contrôler. Vous voyez ici que sur le nombre de lignes, on affiche le nombre de lignes qui ont été enregistrées à l'instant sur la plateforme. Donc ici, on a 11 risques à l'adresse, RPM, qui sont contenus dans ce fichier. Une précision, donc ici, vous avez accès à la visualisation du fichier des risques à l'adresse. Beaucoup d'adhérents disposent d'une volumétrie importante de lignes. Ça se compte parfois donc en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers. L'objectif ici n'est pas tant d'opérer des retraitements manuels au sein de l'outil, ce serait assez fastidieux sur une grande volumétrie de données, mais c'est de vous donner des indicateurs sur les anomalies détectées par l'outil et sur ce qui nous va pouvoir nous empêcher ou va pouvoir nous poser des difficultés en termes d'analyse a posteriori quand nous allons opérer le retraitement des données et l'analyse des différents portefeuilles. Donc ces erreurs bloquantes qui sont en rouge et en jaune, l'objectif, et elles vous seront décrites dans le tutoriel qui vous sera envoyé, c'est pour vous de tout simplement déceler les lignes qui pourront nous poser problème. Cependant, il y aura très peu de contrôles bloquants qui vous empêcheront d'envoyer le fichier sur la plateforme. Je vais continuer en apportant une précision sur la codification des branches d'assurance. En colonne catégorie, vous pouvez voir les libellés qui ont été remplis par l'adhérent fictif, donc qui désignent les branches d'assurance, les lines of business. Ces libellés ont tendance à différer d'un adhérent à un autre, parce que ce sont des extractions des outils métiers. Et donc, chaque assureur ayant ses spécificités. Pour une catégorie, par exemple professionnelle, on va avoir chez certains adhérents pro en minuscule, professionnel, professional. L'objectif de l'outil et l'objectif de l'onglet codification des branches d'assurance qu'on a ajouté, ça va être de simplifier pour nous la catégorisation des risques. Elle se présente de la manière suivante. Lorsque vous allez aller sur codification des branches d'assurance, l'outil va détecter l'ensemble des libellés qui sont présents au sein de la colonne catégorie. Donc là, on voit qu'il y a 4 libellés qui ne respectent pas forcément les standards attendus par Gariat en termes de libellés. Et on va attribuer à chacun de ces libellés la branche d'assurance correspondante, la catégorie attendue par le Gariat. Ça nous permettra ensuite, nous, d'homogénéiser tout simplement ces catégories et de faciliter le travail d'analyse qu'on effectue a posteriori. Donc, pour chaque libellé, vous allez pouvoir sélectionner la branche d'assurance correspondante, donc partie pour particulier, agricule pour agricole et autre pour autre dommage.
Donc, une fois que vous avez effectué ces changements, vous pouvez cliquer sur sauvegarder et donc une petite fenêtre pop-up vous indiquera que ça a été sauvegardé avec succès. Je reviens sur le fichier des risques à l'adresse. Vous allez pouvoir, si besoin est, vous allez pouvoir venir donc faire des saisies en direct sur l'outil de la même façon que vous l'avez fait sur l'annexe 1, 2 et 3 en cliquant sur Edit. Et donc là, vous avez accès à l'interface de saisie. Vous allez pouvoir modifier les données directement au sein de l'outil. Je rappelle que les contrôles bloquants, les alertes bloquantes que vous verrez en jaune et en rouge, vous seront décrites au sein du tutoriel d'utilisation. Ici, l'environnement est encore en recette, donc on a encore des petites anomalies sur certaines fonctionnalités. Tout sera opérationnel la semaine prochaine et vous sera explicité dans le tutoriel. Donc ici, je peux modifier par exemple la part de coassurance, la durée de la police, ou encore une fois les sommes assurées ou le type d'activité. Une fois que j'ai effectué mes modifications, je vais pouvoir venir sauvegarder ces modifications en cliquant sur l'icône appropriée. Oui, Et et comme- juste Oui, Pierre, en ce qui concerne ces contrôles, donc pas d'inquiétude, hein, il y en aura très très peu. En fait, notre idée, c'est plutôt de vous alerter sur des valeurs qui nous semblent anormales. De toute façon, est-ce que vous puissiez corriger ces données qui peuvent affecter la fiabilité de nos études techniques? En termes de contrôle bloquant, on a retenu exclusivement ce qui empêcherait de pouvoir utiliser soit une ligne de risque à l'adresse, c'est-à-dire si on n'a ni valeur ni adresse, vous la supprimez, la ligne, on ne peut rien en faire, hein, s'il n'y a pas d'adresse et pas de somme assurée, ou des valeurs anormales, par exemple des sommes assurées supérieures à 20 millions d'euros. En RPM, c'est pas possible, vous voyez. Donc voilà, il y aura très très peu de contrôle bloquant sur le fichier des risques à l'adresse. En ce qui concerne les annexes, les seuls contrôles bloquants, ça sera des annexes qui auraient été chargées par erreur, vierges de toute donnée. Si vous voulez faire un retour à zéro, vous mettez un zéro dans n'importe quelle cellule. Voilà, mais vous ne pouvez pas envoyer de fichier vide. oui, voilà, merci pour la précision. Euh, je continue. Donc ici, les données ont été chargées avec succès. Et vous allez pouvoir accéder à l'onglet Qualité des données. L'onglet Qualité des données, il est dédié au fichier des risques à l'adresse. L'idée, comme le soulignait M. Spalacci ici, c'est de souligner un petit peu, d'un point de vue statistique, le nombre de lignes valides qui conviennent ensuite à notre étude. Donc, vous pourrez voir le nombre de lignes qui sont détectées en anomalie par l'outil, par colonne, et le nombre de lignes qui sont conformes aux attentes, aux templates qu'on attend dans les RPM concernant le fichier des risques à l'adresse. À noter que cette analyse des données, elle ne concerne uniquement que le fichier des risques à l'adresse, c'est statistique et elle ne fait pas sens pour les annexes 1, 2 et 3. Une petite question, un contrat multisite en France entière doit forcément être exclu de la liste des risques à l'adresse puisque ne permet pas de remonter aux données demandées. Oui, tout à Alors, fait. Si vous n'avez pas d'adresse, faut l'exclure. Oui. oui. Et concernant la codification des branches, un site industriel avec une somme assurée inférieure à 20 millions d'euros, risque professionnel ou autre dommage. Je transfère peut-être la question à Stéphane. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y a plus d'autres dommages, en fait. La rubrique autres dommages, elle avait été conçue à l'origine essentiellement pour les étrangers qui ne connaissent pas la répartition entre les risques professionnels et les risques individuels. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'éléments qui vous permettent de faire ce split. Donc, vous avez les rubriques, les catégories ministérielles. Vous avez l'application ou pas de la résiliation infra-annuelle.
vous avez des critères fiscaux qui permettent de sélectionner si une police est particulier ou professionnelle. Donc, vous avez une multitude d'éléments qui permettent à des assureurs qui ont l'habitude du marché français de splitter entre le particulier et le professionnel. Aujourd'hui, on considère en autre dommage, vous pouvez éventuellement mettre des polices dont vous ne connaîtriez pas véritablement l'activité. Hein. Est-ce que c'est une activité professionnelle ou une activité non professionnelle pour un immeuble non occupant, par exemple? Vous pouvez y mettre la nouvelle rubrique applicable aux couvertures cyber post-dommage matériel, pour autant que le dommage matériel et l'incendie soient dedans. Voilà, mais normalement, l'autre dommage, pour les assureurs français, ça ne doit pas servir à grand-chose. Votre portefeuille, vous le splittez entre part et pro. De toute façon, le taux de prime Gariat, il est aligné sur le autre dommage. Voilà. Si ça répond à votre question. Un risque industriel, bien sûr, c'est professionnel. Aujourd'hui, normalement, un contrat personnel, c'est de la multirisque habitation, de l'immeuble à usage d'habitation exclusif, souscrit par des personnes physiques, des indivisions, voilà. Si c'est du syndic, si c'est de l'immeuble à usage multiple, si c'est une foncière, si c'est une activité professionnelle, ça bascule dans le professionnel. Voilà. Ce qui reste en personnel, c'est les MRH taxés à 30, c'est les contrats résiliables en infra-annuel, voilà. Donc voilà, je vais pouvoir passer au dernier onglet qui concerne l'analyse des données. Donc, alors, j'attends un petit peu que j'arrive sur l'onglet. Voilà, parfait. L'analyse des données, elle a pour objectif de vous donner une comparaison entre différents fichiers, entre différents annexes, lorsque vous aurez téléchargé et renseigné les montants sur l'outil. Ce qui va principalement nous intéresser dans l'immédiat, ça va être l'analyse qui porte sur l'annexe 1 et 2 et l'analyse qui porte sur l'annexe 1 et 3. L'analyse qui porte sur l'annexe 1 et 2, elle est assez simple. Vous avez d'une part une vision nationale sur l'annexe 1 des primes, et vous avez d'autre part une vision départementale, une ventilation départementale des primes par line of business. L'objectif de l'analyse, c'est de mettre, de surligner et de mettre en valeur les potentiels écarts que vous aurez entre ces différents fichiers. On s'attend bien évidemment à avoir des écarts entre les deux méthodes pour des raisons d'outils de gestion d'extraction, mais le but, c'est que vous puissiez prendre connaissance l'outil de comparaison va venir agréger la somme des départements par line of business pour recréer de facto un annexe 1 artificiel et venir le comparer à l'annexe 1 que vous avez téléchargé au préalable. Et il va venir vous dire la somme des départements concernant la branche d'assurance agriculture est plus élevée que la vision nationale que vous avez, par exemple, dans l'annexe 1. L'objectif, c'est de souligner ces écarts pour que vous en ayez conscience. Il n'y aura pas de contrôle bloquant là-dessus, c'est-à-dire qu'on va pas, l'outil ne va pas venir bloquer l'annexe 2 s'il détecte une incohérence. Le but, c'est juste de le mettre en valeur sur l'outil. Donc ça, c'était pour la comparaison entre l'annexe 1 et l'annexe 2. Et ensuite, l'outil vous donne une autre fonctionnalité, à savoir la comparaison entre l'annexe 1 et l'annexe 3. Donc, c'est plus une comparaison dans le temps. C'est une autre approche et une autre méthodologie. Concernant les deux autres onglets que vous voyez, risque à l'adresse et annexe 2 et évolution des annexes, ils ne seront pas disponibles dans l'immédiat. Pourquoi ?
Concernant la comparaison du fichier des risques à l'adresse et de l'annexe 2, on a besoin d'opérer un retraitement sur l'ensemble des fichiers des risques à l'adresse, notamment un retravail sur les codes postaux, sur un retraitement des données pour que l'outil puisse opérer une comparaison avec l'annexe 2. En fait, il va venir prendre tous les risques à l'adresse, les concaténer, les consolider par département et faire une comparaison avec la vision départementale qui est disponible dans l'annexe 2. Cette fonctionnalité elle sera disponible a posteriori de la campagne de collecte, quand on aura agrégé l'ensemble des données des adhérents et qu'on aura opéré ces retraitements. C'est pour ça que vous ne pourrez pas la consulter de suite. De la même façon, la fonctionnalité évolution des annexes que vous voyez sur la droite, elle a pour objectif, d'une année sur l'autre, de vous donner une vision comparative sur un même fichier d'une année sur l'autre. Exemple, en 2024, vous pourrez comparer l'annexe 1 que vous avez téléchargé en 2023 avec l'annexe 1 que vous aurez téléchargé en 2024. Le but, c'est de constater simplement des évolutions de déclaration sur des primes, et c'est des indicateurs qui vous seront donnés. Euh, donc, voilà pour les précisions concernant l'analyse de données. On arrive donc au terme de cette présentation. Je précise que toutes les étapes que je vous ai explicitées seront décrites dans un tutoriel qui vous sera envoyé donc, lors du lancement de la campagne. Les identifiants seront dans le corps du mail. Ce tutoriel sera également disponible sur la plateforme. Si vous avez des questions sur les modalités de déclaration, je vous invite dans un premier temps à lire le tutoriel. Et si vous persistez à avoir des erreurs bloquantes, des anomalies après avoir lu le tutoriel, je vous invite à nous contacter via l'adresse dédiée gariette-mazar@mazar.com. Une dernière précision, l'outil n'acceptera que les modèles préenregistrés sur l'outil. C'est-à-dire que si vous téléchargez un modèle, un template, que vous ajoutez des colonnes, que vous effectuez des modifications sur la structure du fichier, le fichier Excel, par la suite, ne sera pas accepté par la plateforme pour des besoins, on va dire, d'homogénéisation et ensuite de retraitement de données. Et au niveau de l'agrégation, on a besoin d'avoir une certaine cohérence. Donc, c'est pour cette raison qu'on a que ce système est fait de telle manière. Les annexes ne vous seront pas envoyées par mail. Ils pourront télécharger directement sur la plateforme. Pour éviter d'envoyer des mails trop volumineux, on a voulu simplifier ce process. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des précisions à ajouter, Stéphane ou Jean. Oui, donc ce que vous trouverez sur la plateforme, vous le retrouverez également sur notre site internet. Stéphane va mettre sur la page dédiée au process déclaratif, la circulaire de juin. Donc tous les templates, les documents pédagogiques d'aujourd'hui, les supports. Vous pourrez retrouver également dans une page dédiée du site, donc les rendez-vous Gariat RPM, ces supports et la présentation. Donc, comme l'a expliqué Pierre, il faudra utiliser les templates qui vous sont proposés sur la plateforme. Il était trop compliqué de demander à l'outil de convertir les fichiers, on va dire, exotiques qui auraient pu être utilisés chez vous pour les faire coller avec le modèle. Donc, si vous ne parvenez pas à télécharger une pièce sur la plateforme, dans 99% des cas, ça proviendra du fait que vous n'avez pas utilisé le template qui est proposé, mais que vous avez utilisé soit un template d'une autre année, soit un fichier Excel ou CSV de votre propre création. Donc, il faudra le retravailler pour le mettre au format demandé, notamment si vous utilisez des fichiers d'extraction interne. Il faut les retravailler pour les mettre au format avant de les incorporer sur la plateforme.
Dernier point, donc dans 99% des cas, le problème viendra du format de fichier. Il se peut aussi qu'à certains moments, il y ait un problème de disponibilité des ressources informatiques. Comme vous l'avez compris, on va lancer le processus déclaratif, je dirais, dans une semaine, en début de semaine prochaine. Voilà, le temps que vous digériez un petit peu cette présentation. Demain, on fait la même présentation en anglais aux contacts étrangers. Donc, on mettra, je pense, à disposition tous les livrables dans les jours qui viennent sur la plateforme et sur notre site internet. Donc, le temps que vous digériez tout ça, je pense qu'en milieu de semaine prochaine, la campagne de collecte va être lancée. En pratique, cette campagne de collecte qui s'étend de début juillet jusqu'à la première semaine de septembre, le gros de l'activité, il se fait après le retour des vacances, donc à partir du 28 août, et puis ça s'arrête le 7 septembre. Donc pour les gens qui voudront charger des fichiers, et notamment ceux qui voudraient charger des fichiers, des risques à l'adresse de plusieurs centaines de milliers, voire millions de lignes, le 4, 5, 6 ou 7 septembre, il n'est pas impossible que ça ne se fasse pas. Mais on fera en sorte avec Mazar que vous ayez les ressources informatiques disponibles, mais il se peut qu'il y ait pendant les derniers jours un phénomène de saturation. Le retour d'expérience de l'année dernière, c'est que quand vous avez des difficultés à télécharger un fichier, il ne faut surtout pas relancer le processus et surtout pas le relancer 3, 4, 5 fois d'affilée. Si ça tourne, c'est que l'outil ne peut pas faire mieux. Donc, on va voir avec les équipes de Mazar, mais un problème de chargement de fichiers peut provenir aussi des flux. Merci Stéphane. Je rajouterai juste, alors il y avait, on parlait de format de données. L'ensemble des données que vous déclariez à Gariat, que ce soit sur la plateforme l'an dernier ou pour les annexes par d'autres biais, on demande les mêmes informations. Il y a la séparation, certes, des annexes 1 et 2, mais on demande les mêmes informations. Donc, on ne va pas vous demander de rechercher de nouvelles informations, de faire de nouvelles extractions par rapport à ce que vous déclariez les années précédentes. Et il y a juste une question, je crois, pendant la présentation à laquelle nous n'avons pas répondu, de Madame González-Tapia. Quel fichier devons-nous charger? Donc, il y a les 3 annexes, annexe 1, annexe 2, annexe 3, le fichier des risques à l'adresse et l'état réglementaire FR 1303. Voilà. Donc, l'état réglementaire FR 1303, il ne concerne que les assureurs enregistrés auprès de la CPR. Normalement, c'est le document que vos collègues transmettent à la CPR pour le 14 juillet. Et donc, c'est ce document-là qui est à charger. Il y a une autre question qui vient d'être posée concernant le fichier de déclaration d'adresse, la différence entre le template Gariat et le template CCR. Donc, CCR demande depuis plusieurs années aux assureurs de leur transmettre un fichier des risques à l'adresse pour le régime CatNat et également pour le régime terrorisme, pour autant que, puisque, comme je vous l'ai dit, on a 13% de part de marché dans Gariat RPM, vous avez un certain nombre d'opérateurs qui sont en contact avec CCR. Donc, la différence entre le template CCR et le template Gariat, c'est que le template CCR, il a été fait pour prendre en compte un certain nombre d'éléments d'information qui leur servent pour la CatNat. Par exemple, il demande si les locaux sont en étage ou en sous-sol. Dans une approche terroriste, tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il y a un certain nombre de données qui sont propres à Gariat sur le fichier des risques à l'adresse. Par exemple, vous pouvez charger les données GPS dans le fichier. Ça, la CCR ne le demande pas. En revanche, il y a des colonnes que CCR rajoute et que nous n'avons pas. Donc voilà, c'est vraiment 2 fichiers qui sont, on va dire, similaires en termes de contenu à 75%. L'ordre des colonnes n'est pas forcément le même. Donc, pour ceux qui utilisent déjà le fichier CCR pour les CatNat,
eh ben, vous nous envoyez, vous pouvez charger le fichier CCR, on va l'accepter. Et puis pour ceux qui n'utilisent pas le fichier CCR CatNat, eh ben, utilisez de préférence le template Garead. Voilà. Mais dans tous les cas, vous en avez un seul à remplir. Avez-vous d'autres questions? Non, c'était très clair, merci beaucoup. Oui, j'ai une petite question, Stéphane, c'est Stéphanie du Lloyds. Au niveau des déclarations de toutes les annexes, on peut charger l'annexe 1 tel jour, l'annexe Oui, bien sûr. 2 oui, Oui, pas tout en même à fait. temps, hein. Et Non, autre petite voilà. question subsidiaire, mais j'imagine que c'est non, il n'y a pas de brouillon. On peut pas commencer à faire un truc et repartir du site? Si, Si? vous allez pouvoir charger des fichiers, Ouais. vous avez les fonctions où vous pouvez modifier les données, Mmh. mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même que vous chargiez un fichier relativement abouti. Voilà. Ouais. Je rajouterais, je préciserais, dans l'éventualité où il y a un nombre d'erreurs, où vous avez remarqué un nombre d'erreurs important sur un fichier, vous pouvez toujours le supprimer et venir Mmh. le retélécharger. Dans la mesure du possible, il faut éviter de le faire parce que ensuite nous, on va venir comptabiliser au fur et à mesure les fichiers chargés par les adhérents pour voir à quel niveau d'avancement on en est. Toutefois, si vous avez un trop grand nombre d'erreurs sur un fichier des risques à l'adresse ou sur un fichier annexe, vous pouvez toujours le supprimer. Vous avez une petite corbeille suppression et venir le recharger si c'est nécessaire, D'accord, avant d'avoir validé, bien évidemment. avant d'avoir validé. Ouais. OK. Sinon, si on a validé et c'est trop tard, on vous recontacte, j'imagine? Oui, vous nous recontactez et Mmh. on fera le nécessaire en back-end, bien sûr. OK, merci. Oui, on préfère qu'il y ait un contrôle en back-office si les fichiers sont supprimés, réintégrés, etc., de façon à s'assurer de la version la plus appropriée. Et au niveau du deadline, du coup, parce que d'habitude, c'était le 31 août, c'est le 7 septembre maintenant? Alors, le 31 août, il tombe un week-end, je crois, Ah, j'ai pas vu. cette année. Donc, on vous dira ça. Ouais. En fait, selon le lieu d'implantation du back-office, ça peut poser un certain nombre de difficultés, la date de fin août. On Mmh. vous donnera la D'un pays à date. l'autre, les congés scolaires étant pas les mêmes, les vacances des uns et Mmh. des autres sont pas les mêmes. Et Oui. donc, on ne peut pas fermer brutalement la campagne Oui. au 1er septembre, etc. L'outil informatique, une fois qu'il sera fermé, un petit peu comme pour la déclaration grand risque. Voilà, il est fermé, donc on va laisser quelques jours. On vous donnera ça la semaine prochaine en fonction des contraintes informatiques de Mazars et puis du calendrier, mais je crois qu'il faut tabler sur la première semaine de septembre. Voilà. Merci. Bien évidemment, si d'autres questions vous reviennent, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous adresser des mails. Si vos questions concernent plus spécifiquement la navigation sur la plateforme, les fonctionnalités, utilisez l'adresse générique Garead Mazars. S'il s'agit plutôt de questions d'ordre, on va dire, technique, assurantiel, Stéphane reste votre interlocuteur privilégié pendant toute la période de la campagne. On vous mettra à disposition dans les jours qui viennent donc tous ces supports. Je crois que si vous savez lire entre les lignes, vous avez bien compris que toutes les données que vous nous fournissez et tous les travaux qui utilisent ces données, ils sont vraiment nécessaires, indispensables à l'optimisation du fonctionnement du pool RPM. Que tous ces travaux, ils sont nécessaires et indispensables pour optimiser le résultat financier du pool. C'est avec vos données qu'on baisse le prix
de la réassurance les meilleures années, et c'est avec vos données, leur qualité et leur complétude qu'on peut maîtriser la dérive du rôle. On peut parler de dérive du rôle, hein. Le programme Gareat, soit gros risque ou RPM, n'a jamais fonctionné depuis l'origine. Le S sur P de la section RPM, hein, on le rappelle, depuis sa création en 2005, on est à 0,5% de S sur P. Donc, vos données nous permettent de maîtriser la dérive du rôle, donc de dégager un résultat. Ce résultat qui vous est redistribué en rémunération du capital que vous immobilisez, comme je l'ai dit. Donc, vous avez bien compris, hein, ces travaux sont dépendants de votre reporting, que ce soit d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Et donc, on compte vraiment sur vous pour que cette plateforme vous permette de déclarer au mieux vos chiffres cet été. Voilà. Si Emmanuel ou Alda, vous souhaitez Oui, ben moi je voulais ajouter un vraiment mot. insister voilà, mais je pense que tu l'as fait, on compte vraiment sur vous. On sait que c'est un travail conséquent, mais qui est indispensable et de toute façon que je pense que vous menez au sein de vos compagnies, mais à chaque fois c'est des formats différents. Nous le vivons tous, mais c'est vraiment essentiel pour le fonctionnement du pool. Donc merci à vous pour votre écoute et merci à vous pour compléter toutes ces données. Bonne journée. Je pense que c'est fini. Stéphane, c'est bon? Oui, merci à tous. Merci à Bonne tous. journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à Bonne vous. journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.